Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous faire un partage d'expérience sur les éveils spirituels que j'ai pu vivre dans le cadre de mon parcours de désir de conception d'enfant et de parcours de procréation médicalement assistée également. C'est un parcours qui a duré 7 ans avec mon mari et qui n'a pas abouti au fait que nous ayons un enfant. J'ai 43 ans aujourd'hui. On a terminé ce parcours en fin d'année 2025, mais tout est ok pour nous. On était aussi prêts pour ce passage de laisser ça derrière nous, et on est très serein avec ça aujourd'hui, d'autant que j'ai toujours été extrêmement bien accompagnée par l'univers, par mes guides, et j'ai toujours su qu'il y avait une possibilité que ça ne se fasse pas, et que ce qui était important dans ce parcours de conception, c'était le parcours lui-même et non pas uniquement le résultat. Et ça, c'est quelque chose qui était très insistant, très clair de la part de mes guides tout au long de ces années-là. Donc j'ai essayé de me concentrer, on a essayé avec mon mari de se concentrer sur le voyage, et ça a été un énorme voyage, un voyage de guérison, un voyage de libération, un voyage de prise de conscience, un voyage d'éveil très important, un voyage d'ouverture du cœur, d'ouverture à l'amour inconditionnel. Ça a été vraiment pour moi un parcours de renaissance, vraiment, et un parcours du passage de la survie à la vie aussi. Mais tout ça à l'époque, je ne le savais pas. Je ne le savais pas, je comprenais que ça allait être un gros passage pour moi, mais je n'avais pas forcément encore ces notions-là, et je réalise à quel point, avec du recul aujourd'hui, à quel point ce désir d'accueillir la vie, qu'il fonctionne ou pas, il nous remet dans le vivant, il nous ouvre à l'amour inconditionnel, il nous guérit aussi. Ce simple passage-là qui est tout aussi important, le voyage parfois, que la destination. Donc je voulais vous parler un petit peu de ce parcours aujourd'hui. Il y a des choses dont je vous parlerai rapidement, d'autres que je resterai un peu plus en détail, et d'autres dont je vous parlerai dans d'autres vidéos. Pourquoi ? Parce que j'ai expérimenté des tas de choses assez magiques pendant ces 7 années, et qui ont fortement impacté mon état d'être, ma philosophie de vie. En fait, ça a amené un grand changement de paradigme dans ma vie, un grand changement dans ma façon d'être et de voir. Et en fait, ça a changé complètement ma posture et mon activité professionnelle, et ça continue de la changer aussi. Donc ça me permet d'être une vidéo qui est un point d'entrée pour venir expliquer pourquoi je fais ce que je fais aussi aujourd'hui, pourquoi je le fais comme je le fais, pourquoi il y a tous ces changements en cours dans mon activité, mais aussi dans le collectif, même si d'autres ont vécu ce passage bien différemment qu'à travers la conception, bien sûr. Et du coup, je viendrai expliquer d'autres choses en vidéo plus spécifiques, mais là, on est vraiment dans un partage d'expérience qui vient faire du sens, du lien, et expliquer un petit peu ce parcours qui en même temps peut, je pense, inspirer ou donner des clés pour d'autres personnes. Donc finalement, je ne sais pas à qui il va parler, peu importe. Si vous êtes là, si vous sentez l'appel, c'est que peut-être il y a quelque chose pour vous dans cette vidéo. Peut-être pas. Donc voilà. Ce parcours de conception naturelle, de conception naturelle et non naturelle après, on l'a commencé avec mon mari sur le tard, puisque quand on a décidé qu'on voulait avoir un enfant, j'avais 35 ans, et j'étais pas du tout dans cette urgence-là, j'étais pas du tout dans ce truc de me dire « Oh là, j'ai 35 ans », et déjà avec mon mari, on s'est toujours dit que si ça marchait, tant mieux, si ça marchait pas, tant pis. C'est-à-dire qu'on a toujours gardé cette ouverture, parce que pour nous, c'était important de faire les choses au bon moment. Et avant 35 ans, même si on était déjà
ensemble depuis des années, en fait, on se sentait pas ok d'avoir des enfants. Donc, nous, on voulait pas rentrer dans ce truc de dire on a des enfants pour avoir des enfants. C'était pas ok pour nous, c'était pas prêt pour nous. Donc, on a attendu, mais on a attendu avec cette ouverture que peut-être ce serait rendu possible, peut-être pas, avec l'âge. Mais en tout cas, il y a toujours eu cette ouverture-là. Quand on a décidé cela, moi ça faisait 2 ans que j'avais déjà lancé mon activité, qui a 10 ans, hein, que j'ai lancé en 2016. Je m'attendais pas du tout à ce qui allait arriver. C'est-à-dire que dans les jours qui ont suivi cette prise de décision de dire ok, on y va, on a envie d'avoir un enfant et on va se concentrer là-dessus un peu. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été ensevelie sous une tonne de signes de synchronicité. Des signes dans la nature, avec des animaux, des signes partout, des heures miroirs, mais genre... alors des heures miroirs ou des chiffres miroirs, mais genre 40 par jour, quoi. Enfin, j'ai eu l'impression d'une avalanche d'informations, de signes, de synchronicité, de choses qui me tombaient dessus. Puis j'ai très vite compris que ils n'étaient pas à interpréter individuellement, que c'était vraiment le signe d'un grand changement, d'un grand bouleversement, qui était en train de s'ouvrir là, maintenant, mais pas forcément pour tout de suite. Puis j'avais cette sensation intérieure que je ne pouvais pas expliquer, qui était vraiment un ressenti personnel. C'est comme si j'entrais dans un tunnel et que je voyais pas le bout de ce tunnel, parce que c'est un tunnel qui allait pouvoir demander longtemps. Mais comme si c'était le tunnel et le passage le plus important de ma vie. Et vraiment, je me sentais comme ça dans les jours après cette décision et avec toute cette avalanche de signes qui tombaient. Et je me suis dit, ok, c'est le passage vers le devenir maman. Je le conscientise pas aujourd'hui, mais ça va être le plus gros passage de ma vie. Et finalement, ça a bien été un passage vers le devenir maman, même sans enfant. Et ça a apporté tellement d'éveil à la notion de mère, à l'ouverture du cœur, à l'amour inconditionnel, d'éveil à l'unité, etc., qu'on était vraiment bien dans ce principe-là de vie, en fait. Sauf que donner la vie, moi, ça m'a reconnecté à la vie d'une autre manière. En tout cas, ce voyage-là vers donner la vie. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Tout ce que je savais, c'est que j'avais cette sensation d'un tunnel, du plus gros passage de ma vie. Et à l'époque, déjà, très rapidement, on me parle de 2025. Je dis, ok, ça va se faire en des années, ça va pas se faire tout de suite. Il va falloir être patient. On parle de 2024 et 2025, comme si ça allait être un passage plus important, une mise en matière plus importante. Donc on se lance dans ce processus de conception naturelle et en même temps on y va à notre rythme, sans pression, vraiment dans l'accueil du processus. Mais ça ne fonctionne pas forcément. Et puis il faut savoir qu'à ce stade-là, moi ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas de contraception, que je suis ouverte à ça. Mais que je n'ai pas de contraception parce que toutes les méthodes de contraception, moi, me foutaient en l'air au niveau de ma santé. Donc, même avec mon ex-conjoint avant, on s'était dit, c'est une possibilité, on verra bien, mais en tout cas, voilà, il n'y avait pas de contraception. Donc ça fait quand même plus de 10 ans et où c'est jamais rien passé, quoi, en plus de 10 ans. Donc c'est assez dingue quand on y pense. Et moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, j'étais très loin d'avoir un désir d'enfant, c'était pas du tout le cas. Et pourtant, j'avais un espèce de savoir intérieur, et c'est pas du tout quelque chose que je mentalisais ou que je réfléchissais, c'était vraiment, vous savez, c'est ces trucs qu'on sait à l'intérieur. On le sait, on sait pas d'où ça vient, pourquoi on le sait, parce qu'on n'y a même pas réfléchi, mais on le sait. Et moi, quand j'avais 20 ans, je me souviens qu'il y avait cette évidence de j'aurais du mal à avoir des enfants. Et c'est pas parce que j'y ai pensé ou c'est pas parce que j'ai attiré ça par mon intention, quoi que ce soit, parce que j'y pensais pas du tout le reste de ma vie, c'était vraiment dans des moments sporadiques. Mais il y avait une espèce d'évidence, de savoir intérieur, de j'aurais du mal à avoir des enfants. Pour autant, j'ai mis ça de côté, mais quand j'ai vraiment commencé ce parcours,
Mais déjà entre guillemets, pas sur le tard, mais pas toute jeune non plus. Euh, j'ai très rapidement vu que ça fonctionnait pas. Et puis déjà, j'avais 10 ans sans contraception et il n'y avait rien qui s'était passé. Donc, bon, très rapidement, je me dis, bon, il va peut-être falloir que je me fasse accompagner médicalement parlant, euh, moi et mon mari, pour voir s'il se passe quelque chose de ce côté-là. Donc, on va prendre beaucoup de temps comme ça. Et je vais prendre des rendez-vous et bon, très rapidement, moi, le médecin ne me fait pas perdre de temps. Il me dit on va même pas faire de stimulation, vu votre âge, vu tout ça. Bon, bah, en fait, on passe directement sur un parcours de fécondation in vitro, de procréation médicalement assistée. Moi, à ce stade, avec mon mari, on freinait des cas de fer, hein. Mais surtout moi. Hein. Moi, la FIV, ça signifiait pour moi absence de liberté. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça voulait dire aller 3 fois par semaine à l'hôpital pour des examens pendant des périodes données qui étaient à 40 minutes de route de chez moi. C'était cette obligation de devoir 3 fois par semaine faire ça, de devoir gérer l'organisation en lien, même si j'avais mon activité libérale à l'époque à 100%, donc ça me permettait d'organiser mon temps comme je voulais, mais j'avais quand même des rendez-vous tous les jours. Et pour moi, c'était synonyme de manque de liberté. Or, la liberté, c'est quelque chose de très très ancré chez moi, à la fois comme besoin et à la fois comme valeur, les deux. Donc, je freinais des cas de fer pour cette PMA. Qui en fin de compte, j'ai pas du tout vécu dans un manque de liberté, c'était vraiment quelque chose de l'ordre du mental, qui après a fini par partir. J'ai été accompagnée par mes guides là-dessus. Et d'ailleurs, je me souviens d'un soin, un jour où ils m'ont fait un soin. Et en fait, en sortant du soin, ils me disent on va te faire ce soin-là. En sortant de ce soin que je m'auto-canalise, bah en fait, je switch complètement mon mental et je m'aperçois que j'ai plus du tout de frein, que j'ai plus du tout peur et j'y vais. Alors que ça faisait X temps que je freinais des cas de fer. Et là, d'un seul coup, paf, pif, ouf, hop, c'est hyper fluide. Donc c'était assez drôle, mais du coup, on a quand même, entre guillemets, perdu beaucoup de temps à traîner. Déjà, il faut savoir que les examens avant le parcours PMA, j'ai mis 2 ans à les faire. 2 ans. Alors que c'était un truc potentiellement que j'aurais pu faire en quelques semaines. Il suffisait que je prenne tous les rendez-vous partout, parce qu'il y a quand même plein de rendez-vous à faire en amont. Et je traînais. Et j'ai mis 2 ans à tel point qu'il y a des prescriptions qui n'étaient plus bonnes et où j'ai dû retourner chez mon médecin spécialiste. Et je me disais, mais elle va me dire, mais vous vous foutez de ma gueule en fait. Vous voulez un enfant ou pas? Parce que vous attendez quand même 1 an et demi pour faire les examens au lieu de les faire tout de suite. J'avais honte, hein, vraiment. Et en même temps, c'était comme ça. Il y avait ce truc en moi qui freinait, qui à la fois avait envie et en même temps qui était dans la peur et qui n'avait pas envie. Et en fait, on s'est très vite rendu compte avec mon mari que il y avait une grande différence entre avoir décidé d'avoir un enfant avec notre intellect, avec notre pensée, avec notre mental, et puis il y a le cœur et l'âme. Et le cœur et l'âme, lui, aussi bien pour lui comme pour moi, n'étaient pas là. Et en fait, ça a été tout un processus qui nous a demandé beaucoup de temps pour faire descendre ce désir de la tête au cœur. Parce qu'il y avait tellement de peur de se perdre. On est deux personnes qui aiment beaucoup notre vie à deux, le temps qu'on a, dont on dispose. On aime bien le silence. Voilà, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Et il y avait plein de choses qui nous faisaient peur dans tout ce qu'on allait perdre, puis le peur de se perdre aussi à travers la parentalité, parce que c'est un fait que ça occupe, c'est à la fois merveilleux et en même temps ça occupe une majeure partie de notre temps et de notre énergie. Donc on a freiné des cas de fer comme ça pendant hyper longtemps, et j'ai mis déjà hyper longtemps avant même le début du parcours PMA, rien qu'à faire mes pré-examens avant d'en arriver là. Et en même temps, on restait dans cet accueil-là, et le parcours s'est fait vraiment de manière assez juste. En parallèle de ça, il y avait vraiment de grosses évolutions aussi au niveau de mon activité, parce que en même temps que tout ça a pris de l'ampleur, on a acheté une maison à rénover. Cette maison, elle est vraiment venue me soutenir dans mes guérisons, nous soutenir
dans ce projet de conception, de me soutenir dans de l'ancrage. C'est un lieu qui est venu à nous comme une évidence et c'est vraiment été un gros soutien. Et à partir du moment où j'ai habité avec mon mari là où j'habite actuellement, il y a eu un espèce de déploiement le projet, on va dire, conception qui était depuis 2 ans un petit peu en lenteur et on y va sans y aller, a d'un seul coup pris une ampleur et est venu sur le devant de la scène comme ça, prendre beaucoup plus d'importance de manière, on va dire, plus assidue, on va dire ça comme ça. Et en même temps que moi, j'arrivais dans ce lieu qui nous a vraiment soutenus. Et en même temps que mon activité libérale, à ce stade, j'avais encore une activité salariée. J'avais vraiment traîné la patte à lâcher mon activité salariée. Prenait vraiment de l'ampleur. Mon activité libérale prenait vraiment beaucoup de l'ampleur à ce niveau-là. Et elle a continué de prendre beaucoup d'ampleur après, dans les années qui ont suivi, dans les périodes Covid. Il y a des gens en libéral pour qui ça a été vraiment une fin. Pour moi, ça a été une explosion, la période Covid. C'est-à-dire parce que c'était juste pré-aligné, bah, ça s'est amplifié x2, x3, x4 à partir du moment où j'ai continué ce processus, où je suis arrivée dans le lieu où je suis. Parce qu'il y avait tout un réalignement qui était en cours et tout un cheminement avec tout ça. Donc ça s'est poursuivi et puis je suis arrivée dans ce lieu. Et puis dans ce lieu, l'âme qui nous avait choisi en tant que futurs parents éventuels s'est présentée à moi. Moi, certes, je suis dans le milieu spirituel depuis plus de 20 ans, mais pour autant, je ne suis pas quelqu'un qui manifeste des choses dans le sens où je m'attends aux choses. En fait, je suis vraiment dans l'accueil des choses et je ne suis pas en train de me dire tiens, il va y avoir ci ou il va y avoir ça. Donc je m'attendais vraiment pas à ce que l'âme de ce futur enfant éventuel vienne à moi en fait. C'est quelque chose que j'avais jamais réfléchi et qui est venu et qui s'est fait de manière très spontanée. Donc cette âme elle est venue à moi, elle s'est présentée. Elle s'est présentée comme une âme ayant vécu plein de vies, donc pas un enfant, mais une âme à part entière, une âme oui, qui a vécu plein d'expériences déjà, qui a vécu plein de vies. Et très rapidement, dès la première fois où cette âme vient me voir, je dis il parce qu'en fait la majorité des incarnations qu'il m'a montrées étaient des incarnations masculines. Ça ne voulait rien dire sur le fait que j'aurais eu un enfant, fille ou garçon, mais en tout cas il avait une polarité très marquée masculine dans ses expériences. Et très vite, en fait, il va me demander de commencer à faire un travail de libération énergétique et notamment de libération de mémoire transgénérationnelle, de vie, d'autres vies, etc. Et là, je vais commencer à rentrer dans un processus intense de libération. Et un travail à la fois psychologique, corporel et énergétique. Et qui va prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'à être très présent quotidiennement dans ma vie plus les années avançaient. Donc j'ai commencé ce cheminement avec lui, j'ai été accompagnée vraiment pendant un long moment. En fait il m'a dit tout ce dont il avait besoin et il me disait ben moi pour que j'arrive ici je vous ai pas choisi par hasard, j'ai besoin de ça, 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 ça. Donc il va y avoir ça, 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 ça à libérer, ça, 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 ça à préparer. Et en gros, moi je faisais le taf pour lui quoi. Donc, et pour moi en même temps, puisque je me libérais de moi, en fait, j'ai jamais libéré les choses. C'est des choses que je libérais dans ma lignée, au niveau de mon âme à moi, mais pour en être libérée et permettre son arrivée de la plus juste des façons pour lui. Il est même allé jusqu'à me dire, et me préparer, me dire que lui, il avait besoin d'arriver dans un accouchement sans péridurale, que c'était important, il m'a expliqué pourquoi. Et il savait que je suivrais le mouvement, donc en fait j'ai dit ok, on va pas trop y réfléchir pour l'instant parce que c'est pas du tout ce que j'avais envisagé pour un premier enfant, hein, comment te dire, mais soit, on ira comme ça, puis bah, le jour J j'aurai pas le choix, ce sera fait, donc on ira. Et j'étais vraiment prête à suivre absolument tout, ce qui était juste pour lui, pour son arrivée dans les bonnes conditions, en générant le moins de mémoire qui lui permette de vivre ce qu'il avait à vivre dans son incarnation.
Et donc, on dit des fois que les âmes peuvent se présenter quelques semaines ou quelques mois avant. Moi, elle s'est présentée des années avant. Parce que quand elle s'est présentée, on était en 2020 pour une échéance éventuelle 2025. Et vraiment, il y a eu tout un travail avec lui pendant ces 5 années-là, au niveau psychologique, corporel et énergétique, qui s'est fait sur des dimensions très variées, que ça allait de la libération des mémoires, à descendre dans la matière, descendre de plus en plus dans le corps, terminer des guérisons d'un point de vue plus émotionnel, psychologique de vie. Ça a été sur du nettoyage et du réencodage au niveau ADN, au niveau cellulaire, avec des soins quantiques, multidimensionnels, etc. Il y a eu vraiment tout un grand travail, et avec ce travail-là, cette invitation à ouvrir l'espace du cœur et à me rouvrir à l'amour inconditionnel avec ce message de si tu veux accueillir la vie, il faut te reconnecter à la vie et il faut être en accueil total. Et être en accueil total, c'est être en ouverture du cœur totale, sans barrière, et donc c'est être en amour inconditionnel pour accueillir cette vie et cet amour inconditionnel. Donc en fait, il y avait pendant tout ce processus à la fois ce travail d'épuration, de nettoyage, de guérison, de réencodage, et en même temps cette ouverture au niveau du cœur et cette descente dans le corps et dans encore plus de matière, avec aussi beaucoup d'initiations chamaniques que j'ai reçues, etc. pour cette descente dans le corps, pour que ça puisse s'intégrer et pour que cette incarnation puisse arriver aussi dans la matière de notre vie terrestre. Donc ça a été très très intéressant tout ce parcours. Et puis j'étais à un stade de ma vie où ça faisait plus de 20 ans que je travaillais sur mes guérisons continuellement, voilà, vraiment tous les ans. C'est vraiment quelque chose que je travaille depuis mes 18 ans. Donc en fait j'avais ce sentiment-là d'arriver à la fin de quelque chose, comme si j'arrivais à la fin de mes guérisons. Et alors on n'est jamais vraiment totalement guéri, mais en tout cas j'arrivais à la fin de ce que j'avais à faire, de ce que je pouvais en faire, que ce soit en sécurité intérieure, en guérison, en apaisement, en pardon, en laisser les choses de côté, et aussi en réencodage de tout ce que ça avait amené pour moi au niveau de mes croyances, de mes schémas de comportement, etc., pour vraiment devenir une autre personne complètement, et laisser complètement ce qui en avait résulté derrière. Et j'avais vraiment ce sentiment-là d'arriver à la fin de 20-25 ans de travail sur moi, de mes plus grosses guérisons, de mes plus grosses blessures de toute ma vie. Et ce parcours-là, il est vraiment venu accompagner ce cheminement de fin de guérison. Et j'ai très vite compris pourquoi que c'était un gros passage pour moi au fil des années qui se suivaient. Parce que très rapidement, j'ai compris qu'en fait, c'était, au-delà d'être une naissance éventuelle, c'était une nouvelle naissance pour moi. C'était une nouvelle naissance pour moi. Et cette nouvelle naissance, c'était d'arriver à un stade où, à travers la fin de guérison, je pouvais sortir définitivement de tout reste de mode survie pour entrer véritablement dans la vie, avec beaucoup d'éveil à l'unité qui vont en suivre, etc. Et en fait, beaucoup d'entre nous vivent dans le mode survie pendant une grande partie de leur vie. Alors c'est pas forcément, il y a la survie de base où on a besoin de sécurité, mais quelquefois on n'est plus dans la survie émotionnellement ou dans le besoin de sécurité, mais on est encore dans un concept mental qui est basé sur cette survie-là. Et moi j'arrivais vraiment à la fin de tout ça, et pour la première fois de ma vie, je sentais que je pouvais vraiment comprendre ce que ça voulait dire vivre pleinement, être pleinement, etc. Et en fait, ce parcours-là, de donner la vie, c'était un parcours de 25 ans, de fin de 25 ans de guérison pour sortir de la survie, reconnecter à la vie, et en même temps avec cette ouverture à l'amour qui a été incroyable, et que ce parcours m'a permis de faire aussi. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez dingue, parce que je sentais vraiment que c'était une nouvelle naissance pour moi, et encore une fois, je sentais vraiment que l'important c'était le parcours et non pas la destination, et que c'était ma propre naissance au-delà de la naissance, et que presque la naissance était du plus, parce que bien sûr qu'on le voulait, cet enfant-là. D'ailleurs, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres en 2021, parce que c'est des parcours qui sont quand même lourds. On a une crise de couple importante, mais qui en même temps, tout de suite, on l'a compris, a été salvatrice, parce qu'elle nous a permis de nous réaligner, et on avait besoin de se réaligner pour pouvoir faire descendre ce désir de conception de la tête au cœur.
Et en fait, cette crise-là, elle nous a ressoudés, elle nous a reconnectés et elle nous a permis d'être réellement prêts pour pouvoir continuer ce travail dans le cœur de désir d'enfant et en même temps vers la vie, la vraie vie à d'autres niveaux et vers une renaissance pour l'un comme pour l'autre d'une manière différente. Donc il y a des crises comme ça très souvent qui sont salvatrices et puis moi j'ai l'avantage d'avoir ce dialogue fluide avec mes guides qui fait que j'ai immédiatement compris que cette crise, elle était juste et qu'elle n'allait pas durer. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est pas compliqué d'accueillir les moments difficiles. Il faut à la fois être capable de les accueillir et en même temps avoir la foi et la vision que c'est passager, que ça nous amène autre part. Et en même temps, les deux sont importants. Donc, il ne faut pas non plus être dans la fuite parce que c'est une chose importante de ne pas accueillir ses émotions dans l'instant. Donc, il y a eu quand même plein de passages comme ça qui n'étaient pas forcément évidents. Et en même temps, j'ai été vraiment très soutenue par l'univers, avec la présence de l'âme de cet enfant, avec l'énergie de la rose qui pendant des années a été très présente, l'énergie de Marie qui m'accompagne depuis toute petite de manière universelle qui était là aussi. Et puis le chemin va se poursuivre comme ça et en même temps relié dans toutes ces notions-là à une forte évolution de ma spiritualité, de mes éveils et de mon activité donc de médium guérisseuse à l'époque, parce que plus je m'ouvrais à la vie, je sortais de la survie, plus ma perception et mon éveil spirituel évoluait et plus mon activité changeait et allait vers d'autres dimensions plus élevées en conscience et donc d'autres manières d'accompagner aussi. Donc tout ça s'est joué vraiment de manière très très liée. En début 2022, je suis passée en 100% libérale, hein, il était temps, j'étais attendue par l'univers depuis des années pour ça, parce que mon activité elle a quand même 10 ans. Et là, ça a pris encore une ampleur de folie. J'ai la chance de vivre de mon activité, donc ça a vraiment pris une super ampleur. Et tout ce cheminement-là est lié à ce parcours de survie à travers la conception et l'ouverture à l'amour, le travail de guérison et tout ce qui en a découlé. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez dingue ce qui a pu se passer à ce niveau-là, qui a été vraiment très très puissant pour moi et en même temps qui a été un gros travail parce que j'avais beaucoup de peurs liées à la conception, à la grossesse, à la parentalité. Il y avait vraiment beaucoup de peurs, mais j'étais accompagnée d'une manière incroyable par l'univers, soutenue avec la présence de cette âme qui était là pour moi, qui m'a permis de vivre des moments vraiment magiques, des moments d'amour inconditionnel à distance, avec cette âme-là aussi qui nous avait choisis et qui m'envoyait tellement d'amour. Des moments aussi, des cadeaux qu'il m'a fait. Je ferai une autre vidéo pour vous parler de l'énergie du cygne. Parce qu'il m'a fait des cadeaux incroyables, cette âme m'a fait des cadeaux incroyables qui à la fois étaient liés à lui, qui à la fois étaient liés à la fertilité, à la conception, qui à la fois étaient liés à ce réalignement que je vivais, à cette ouverture du cœur à l'amour inconditionnel, à la survie, à l'alignement terre et ciel, parce que l'énergie du cygne porte tout ça, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et j'ai cette énergie du cygne qui est venue à moi aussi à travers ce parcours-là, et en lien avec cette âme-là, qui me demandait de le nommer d'une certaine manière, et dont le nom portait une essence particulière. Enfin, bref, j'ai vécu vraiment des choses absolument magiques avec cette âme, avec ce parcours, et des éveils très très importants, qui ont fini par me mener à 2024. Je sentais cet appel intérieur comme une évidence, comme s'il fallait que je me célèbre en tant que mère. Et je me disais, mais c'est ridicule parce que je suis pas mère. Et en fait, il s'est vraiment passé des choses magiques, mais ça, avec notamment l'énergie du cygne et des cadeaux qu'on m'a fait, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et finalement, c'était juste parce que pendant des années, je l'ai accompagnée, cette âme, pour qu'elle puisse éventuellement arriver, même si j'ai toujours su qu'il y avait une possibilité que ça ne se fasse pas, puisque l'univers m'a toujours dit que même si tout était préparé à tous les niveaux, de toutes les manières possibles, et franchement, Dieu sait que j'ai préparé pendant 7 ans de toutes les manières possibles et inimaginables, vous n'imaginez pas à quel point. Qu'il y avait toujours une possibilité que ça ne se fasse pas, même si tout était prêt. Parce que ça fait partie des mystères de la vie, dans la matière de la création de la vie,
Et j'ai toujours su qu'il y avait une possibilité que malgré tout ça ne se fasse pas. Et on a toujours gardé cette possibilité-là comme une ouverture à vivre sereinement, même si ça reste un deuil quand même. Cette ouverture nous a permis de vivre ce deuil de manière beaucoup plus sereine que d'autres personnes. Et puis est arrivé 2025, vous le savez, c'était une année neuve, beaucoup de personnes ont vécu beaucoup de changements dans leur vie en 2025. Moi, 2025, ça a été un cataclysme dans la continuité du changement de paradigme, du changement de vie, des fins de guérison, de ce que ça ouvrait, de l'évolution de mon activité, de cette fin de conception, puisqu'on terminait le parcours de PMA fin 2025. Moi, j'ai fait 4 FIV et 11 transferts d'embryons en échec. C'est assez important quand même, hein, mine de rien, on dirait pas comme ça. 5 ponctions, 4 FIV, 5 ponctions et 11 transferts d'embryons, donc c'est beaucoup. Globalement, on a plutôt bien vécu le parcours. J'ai rencontré beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine qui m'ont dit mais c'est fou. Moi, j'ai eu aucun impact hormonal sur mon caractère, mes émotions, des traitements, rien, nada. J'étais tellement bien soutenue énergétiquement. Sur le coup, je m'en suis pas forcément rendu compte. Puis c'est à force de rencontrer des gens qui étaient dans le milieu qui me disaient bah non, la plupart des gens, des femmes, ne le vivent pas comme ça. Et j'ai fini par me dire ah bah en fait, ça doit être parce que je suis vraiment très bien soutenue énergétiquement avec tous les soins que je me faisais. Il y a des périodes où je faisais un soin tous les 2 mois. Et d'autres périodes, notamment sur les dernières années avant la PMA, où je me suis retrouvée à faire des soins pendant plusieurs mois, tous les jours. Tous les jours, vous vous rendez compte, des soins tous les jours pendant des mois. Donc c'était vraiment très 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 intense. Et en même temps, j'ai vraiment suivi ce mouvement dans l'accueil de ce qu'on me demandait. C'est-à-dire, c'est pas moi qui décidais de faire un soin. C'est chaque fois que je recevais un message de me dire tu fais un soin, bah, je faisais ce soin et on me disait quoi. Et il y a eu des périodes comme ça où c'était tous les jours. Et il y a un moment donné, ils m'ont dit bon bah voilà, c'est fini, t'as fait tout le travail énergétique qu'il y avait à faire. En tout cas sur la partie libération, parce qu'après on m'a fait travailler sur une préparation du corps à un autre niveau. Et ce qui était très drôle, c'est que c'était la veille du premier rendez-vous pour la PMA. Alors que j'avais rien mentalisé de tout ça. Et ça s'est fait comme ça, comme s'ils avaient voulu tout préparer avant qu'on commence le parcours. De la même manière qu'avec mon mari, qui est une âme sœur karmique, on s'est mariés 1 mois avant. Et en fait, rien n'a été prévu, mais tout s'est déroulé parfaitement. Il y avait ce mariage en août, le début du parcours PMA en septembre 2023. Que j'avais commencé énergétiquement bien avant, hein, en 2018 quand même. Mais tout s'est enchaîné d'une manière très fluide, sans pour autant que ce soit mentalisé, intellectualisé, parce que tout a été dans l'accueil de l'instant. On s'est vraiment laissé porter par l'univers, par notre propre rythme. Et en fait, tout a été absolument parfait. Et d'ailleurs, on nous disait là-haut que ce mariage, il était nécessaire aussi pour l'arrivée de cette âme-là en tant qu'âme sœur karmique. C'était important qu'il y ait ce mariage-là. C'est comme si dans cette vie, on se retrouvait tous les 3 parce qu'on avait tous vécu des vies ensemble avant et que dans cette vie, on se retrouvait. Enfin bon, bref, ça, c'est une autre histoire encore. Ça fait partie de plein de choses magiques qu'on a vécues parce que on a été mariés d'un point de vue karmique par l'univers. Chose que j'avais pas du tout imaginé. Le mariage... Le mariage karmique, moi, c'est pas du tout un truc que je m'étais dit ok, on va faire ça. et pourtant, c'est quelque chose qui nous a été envoyé. Enfin bon, bref, il y a tout plein de choses comme ça. Et puis en 2025, j'ai vécu le plus gros éveil de ma vie, qui est un éveil à la présence, un éveil au je suis, un éveil à l'unité, à l'amour inconditionnel. J'étais vraiment en toute fin de mes guérisons, de mon reconditionnement mental, de tout ce parcours-là qui avait été commencé depuis 2018. Et il y a eu beaucoup de choses qui m'ont posé question en 2025. Mes guérisons, mon changement de voir la vie, le monde, moi-même. Je me suis beaucoup questionnée sur Dieu, sur comment je voyais ça. Parce que je me sens libre de tout dogme, mais c'est un sujet qui est beaucoup venu à moi en 2025.
sur une reconnexion au monde, aux autres, etc. J'ai beaucoup enlevé de barrières que je m'étais mises au fil du temps par protection, et j'ai vraiment reconnecté au monde, aux gens, aux vivants, en enlevant toutes les barrières dans une ouverture du cœur totale. Ce chemin m'a permis de faire ça. Ça aussi, c'est quelque chose dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Mais j'ai vécu le plus gros éveil de ma vie. Je vous en parlerai aussi à un autre niveau. Qui m'a permis de vivre. À un moment donné, les guides m'ont dit ok, on va t'amener dans le tout. On ne peut pas t'y amener concrètement, mais on va te permettre de ressentir ce que c'est vraiment le tout. Et là, il m'amène dans un état non ordinaire de conscience. On pourrait considérer ça comme un état de transe, mais avec beaucoup de neutralité. Parce que dans le tout, il y a aussi le rien. C'est quelque chose de très neutre en réalité. Et on m'emmène dans cet état-là. Moi, je connaissais l'énergie du divin, l'énergie du cosmos, mais l'énergie du tout, vraiment, de ce néant, de ce vide plein, mais du tout avec cette présence-là. On ne l'avait pas encore fait vivre de cette manière-là. Et là, je me retrouve à être devant ma fenêtre pendant 15-20 minutes, à regarder ce qui se passe, et je sens que je suis à la fois en bas comme en haut, qu'il n'y a pas de passé, qu'il n'y a pas de présent, qu'il n'y a pas de futur, que je suis partout à la fois, que je suis complète, que j'ai rien d'autre besoin de faire que d'être à l'image d'une plante qui ne se demande pas qui elle est ou ce qu'elle a à faire. Et moi, je suis dans cet état-là, qui est un état de présence et qui est un état d'être. Et puis je sens que mon cerveau, il force pour se mettre en marche et pour amener des pensées. Mais je suis incapable d'avoir la moindre pensée parce que le mental est lié à l'ego et que dans l'état d'être, il n'y a pas du tout d'ego, il y a juste la présence, la conscience. Et là, je réalise vraiment ce que c'est que le je suis. C'est quelque chose qu'on peut intellectualiser, qu'on peut verbaliser de plein de manières. Mais vivre cette sensation, ce sentiment de présence je suis, c'est quelque chose de complètement différent qui peut paraître à la fois simple et qui est en même temps le plus gros éveil de toute ma vie et qui a changé toute ma vie derrière et qui continue de changer toute ma vie derrière. Parce qu'à partir de ce moment-là, il en a découlé plein de choses dans la non-dualité, dans la non-séparation et dans l'alignement et le changement de paradigme dans ma vie et dans mon activité qui est toujours en cours et qui est toujours en réalignement suite à ces éveils-là qui font que je ne suis plus la même personne, je ne vois plus le monde de la même manière et je ne peux plus accompagner de la même manière par conséquent. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours en cours. Donc cet éveil-là, il a été juste vraiment incroyable et il m'a amené sur les notions de présence, de je suis, de dévotion, d'amour inconditionnel, d'énergie christique aussi à d'autres niveaux. Il m'a amené sur l'accueil. Parce que pour moi l'ouverture du cœur c'est l'accueil, c'est comment je m'accueille moi tel que je suis, comment j'accueille l'autre tel qu'il est, comment j'accueille toute situation pour ce qu'elle est, sans projeter, contrôler, fermer, fuir, mais en surfant juste ce qui est là, sur ce qui est là dans l'ici et dans le maintenant. J'ai réalisé que la véritable abondance et le véritable amour inconditionnel, il ne venait pas de ce que l'on fait, mais de l'être, et donc de cet accueil-là. De soi, de l'autre, de la vie, du cycle de vie. Et le véritable amour inconditionnel, il est là, puisque comme on accueille inconditionnellement ce qui est là, ben c'est un amour inconditionnel, et ça nous reconnecte à une forme de complétude, de perfection, où on est complet, on est nourri, on est naturellement aimé, on vit de l'abondance, parce qu'en fait on enlève toutes les barrières qu'on avait érigées, et qui faisaient que les choses ne pouvaient pas venir à nous, ou qu'on ne pouvait pas ressentir de l'amour pour quelqu'un d'autre pendant un espace fugace de 5 minutes, même si on ne le connaît pas avant, etc., etc. Donc ça a été quand même quelque chose d'assez incroyable pour moi au niveau de l'ouverture du cœur, au niveau de mes fins de guérison, au niveau de cet éveil spirituel et de ce que ça a changé dans ma vie, au niveau de la présence et de cette reconnexion à la vie et au vivant, avec cette notion dans le vivant de ces essentiels-là, de qu'est-ce qui est essentiel pour moi, vivre, profiter, aimer, partager. Mais c'est aussi le vivant, l'autre, parce qu'on vit une incarnation dans un collectif, donc ça fait partie du vivant que de se remettre en lien sans barrière dans le collectif. Puis le vivant, la nature, le vivant, le flux de la vie qui est en perpétuel mouvement, parce que l'énergie elle est créatrice de vie, parce que justement elle est en perpétuel mouvement. Et puis ces guides qui me disent, tu sais Magali, la seule manière d'avoir le sentiment de vivre pleinement sa vie, d'avoir vécu pleinement sa vie, c'est de la vivre, de l'éprouver et de la ressentir à chaque instant.
Parce que si on est dans la fuite, qu'on est dans le passé ou qu'on est dans le futur, dans nos projections, en fait, on est comme dans un voyage dans le temps, on n'est pas dans l'ici et le maintenant. Donc le seul moyen de véritablement sentir qu'on est vivant et qu'on profite de la vie, c'est de saisir chaque instant. Et si cet instant il est souffrant, soit je suis triste, je suis en colère, j'ai peur, éprouvons la tristesse, la peur ou la joie, la gratitude, éprouvons, ressentons. Et c'est parce qu'on accueille ça aussi qu'on peut les laisser partir et vivre, continuer à vivre dans le flux et en sortir et vivre d'autres réalités plus agréables. Alors que plus on lutte, plus on résiste, plus on se ferme, plus on est dans la survie, en réalité on n'est pas encore dans la vie. Et ça c'est une expérience incroyable que de ce sentiment de pouvoir vivre pleinement. Et ce sentiment-là va avec la présence, va avec le vivant, va avec la sortie de survie pour aller dans la vie, va avec cette ouverture du cœur et cette notion d'accueil que tout ce parcours de procréation médicalement assistée et de conception, puisque ça a duré de 2018 à 2025, m'a apporté. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque cet éveil à l'unité, à l'amour universel, inconditionnel, à la non-dualité, non-séparation, c'est ce qui explique tous mes changements d'activité de ces dernières années et tous les changements qui sont encore en cours. C'est ce qui explique mon changement au niveau de ma personne aussi. À tellement de niveaux, en fait, ça m'a changé la vie. Donc, avant de vous partager d'autres vidéos plus précises sur les changements de mon activité, sur ce que je vous propose, sur d'autres éveils que j'ai vécus, il me semblait intéressant et essentiel que je vous parle de ce parcours-là et de pourquoi j'en suis là, comment j'en suis arrivée là, même si je vous ai expliqué que des petites bribes, parce que j'ai vécu tellement de choses pendant ces 7 années, que je saurais même pas toutes il y aurait de quoi écrire plusieurs livres, quoi, tellement c'était d'une profondeur, d'une sagesse, d'une magie incroyable. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous partager ça comme un point d'entrée de ce réalignement qui est en cours, de tous les partages que je vais vous faire qui pourront vous soutenir et vous aider ultérieurement, et de pourquoi je vais vers ces partages-là et pas d'autres. Et voilà, ça donne vraiment du sens, donc je tenais vraiment à vous partager ça. Donc merci pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous a inspiré, si ça vous a parlé, si ça a répondu à des questions, ou si ça vous a redonné de l'espoir, ou si ça vous a plu tout simplement. Je serais heureuse de pouvoir en échanger avec vous en commentaire si vous voulez échanger sur vos propres parcours ou sur ce que vous en avez pensé de cette vidéo à l'écoute. Donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne journée. J'ai plein d'autres choses du coup à la suite de ça à vous partager qui seront encore plus aidantes pour vous, tout en restant dans le partage d'expériences. Donc je vais continuer sur ce biais et merci à tous de votre présence, de me permettre de faire ce que je fais. Et je vous envoie plein d'amour.